Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chaque année, le service des formations de notre diocèse propose aux chrétiens qui le désirent 2 conférences. Une première sur un sujet de société et une autre sur un sujet plus spécifiquement ecclésial. Je pense que vous vous souvenez, l'année dernière, le sujet de société abordé touchait aux questions de bioéthique. C'était le docteur Leonetti qui était venu nous entretenir. Et puis, suite à la conférence faite, il y avait des ateliers proposés qui avaient eu un certain succès. Cette année, c'est donc le thème de la famille qui a été choisi, et nous avons choisi de l'aborder par le média de la philosophie, ce qui, je reconnais, est peut-être une manière un peu austère, mais très intéressante parce qu'elle pose les questions essentielles. Cette conférence est organisée conjointement par le service diocésain des formations permanentes, par le service diocésain de la pastorale familiale, et hier soir nous avions avec nous, puisque cette conférence a été dédoublée une fois à Cannes, une fois à Nice, nous avions monsieur l'abbé Franklin Parmentier et madame Montalan et son époux. Voilà, qui nous font encore l'honneur d'être là ce soir. Donc cette conférence a été mise en place avec cette équipe et aussi avec l'Institut supérieur de théologie de Sofia. Il me revient de présenter madame Claudie Lavaux, notre conférencière de ce soir. Alors on me signale, parce que j'ai un petit papier évidemment, j'ai fait connaissance avec elle hier soir, qu'elle va parler en tant que philosophe, mais elle pourra parler aussi, et sans doute au moment des questions qui vont suivre, du débat qui va suivre, elle pourra parler d'une manière peut-être moins formelle, peut-être, puisqu'elle est épouse, mère et grand-mère, et j'ai appris aujourd'hui que vous attendiez votre 10e petit enfant. Elle est docteure agrégée en philosophie, elle a enseigné la métaphysique, la philosophie des religions et l'éthique de la médecine à la faculté de Bordeaux. Elle enseigne la philosophie en 2e cycle au séminaire interdiocésain Saint-Joseph de Bordeaux. Elle fait partie de l'équipe animatrice et directrice de l'Institut de formation des laïcs dans le diocèse de Bordeaux, Institut P. Berland. Et hier soir, le père Gazaniga, qui était avec nous disait que c'était le nom d'un archevêque de Bordeaux à la fin du Moyen-Âge. Pei, voulant dire pierre en occitan. Voilà. Eh bien, je vous signale en outre que la famille, c'est le thème sur lequel la Conférence des évêques de France a décidé de réfléchir particulièrement en 2011. Donc c'est une question qui est essentielle à notre vie de société. Et je ne peux m'empêcher de faire une pointe d'humour. À midi, nous avons déjeuné ensemble. Madame Lavaux et son époux ont mangé de la blette. De la blette salée sous forme de cannelloni et de la blette sucrée sous forme de tarte aux blettes. Ils ont apprécié. Donc, ils viennent du lointain Far West, Bordeaux, jusqu'à l'extrême sud-est. Ils sont déjà un peu niçois. Voilà, oui, tout à fait. C'est bien agréable. Alors, moi, il me revient la partie la moins intéressante, c'est de vous donner quelques indications pratiques très rapides. Tout d'abord, avant que je n'oublie, nous ne sommes pas au cinéma ni au théâtre, mais les portables peuvent être rallumés à la sortie. Donc le déroulement de cette soirée, après la conférence de Claudie Lavaux, nous aurons un temps de débat. Accueil et puis de cette générosité que nous avons reçue, mon mari et moi, depuis 2 jours et au milieu de vous. Donc j'ai donné comme titre famille, j'aurais dû mettre 2 points au lieu de virgule, mais bon, famille, 2 points, tradition et liberté, c'est-à-dire les 2 lignes qui me permettent d'assurer la vérité de la famille entre tradition et liberté.
Et donc j'ai un peu accentué cela aujourd'hui parce que je me suis aperçue en relisant mon titre lui-même que il pouvait y avoir peut-être une simple énumération un peu neutre, alors que je voulais marquer justement 2 piliers qui me permettent d'écrire la famille. La famille est au centre de bien des préoccupations actuelles dans nos sociétés, qui sont en constante transformation, en recherche de points fixes et de repères pour s'orienter. Nos sociétés sont elles-mêmes, ce n'est pas seulement la famille qui est aujourd'hui un peu déstabilisée, mais la société tout entière. Et donc, à peu forte raison, nous devons approfondir cette réalité de la famille parce qu'elle va être certainement, dans les années à venir, le point clé et le point critique autour duquel la société elle-même aura à faire ses preuves. Mais, à y bien regarder, cette question est très au-delà d'une question de société, c'est une question d'humanité. Et plus encore, une question concernant l'homme créé à l'image de Dieu. C'est jusque-là que je voudrais essayer de mener mon propos. Pourtant, avant d'aller à l'essentiel, à l'accomplissement, eh bien, il est sans doute pertinent de déblayer un terrain très encombré de malentendus, de faux problèmes, qui, sur ce sujet en particulier, comme sur bien d'autres d'ailleurs, font barrage à une saine compréhension. Et ainsi, les aspects de ce dossier, nous ne devons pas les oublier, même si je ne peux pas les explorer, bien sûr, tous, mais il ne faut pas oublier que ce dossier de la famille et celui de l'inscription de la famille dans la société, eh bien, comprend des aspects qui relèvent de l'histoire de la notion de famille, de forme de la vie familiale dans l'histoire, ou même dans les régions du monde, comme nous le montre par exemple l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, cet anthropologue qui est mort dans les années récentes, et qui a travaillé sur les différentes figures de la parenté dans des sociétés très lointaines. Donc, une grande diversité de ce côté-là, historique ou géographique, et puis aussi, jusque chez nous, les transformations actuelles de la famille comme communauté domestique, vaste réseau de parenté, jusqu'à la famille nucléaire, la cellule familiale, parents-enfants, et puis également ce que l'on veut appeler, et je mettrai quelques nuances là-dessus, la famille monoparentale, ou en dernière trouvaille, la famille dite homoparentale. Bon, puisque c'est un terme que l'on emploie souvent, mais peut-être que j'aurai à faire des remarques rectificatives là-dessus. Donc, identification personnelle de chaque sujet dans une société dont le tissu se défait peu à peu sous la poussée de l'individualisme. Donc, risque à ce moment-là d'éclatement de la famille elle-même, chaque individu ayant des revendications d'indépendance, mais il faut aussi comprendre que l'identification personnelle de chacun passe aussi par la relation qui se noue au sein de la famille. La question n'est pas encore, du moins, de juger les modèles familiaux à partir de leur caractère intrinsèque, mais de constater simplement le fait du pluralisme et de voir que cette diversité ne peut pas être englobée sous une seule définition. Ce n'est pas simplement un mot un peu englobant, ce mot de famille, qui doit recouvrir toutes sortes de configurations. Ça n'est pas neutre. Et il faut aussi que, en pensant la famille, certes sous différentes formes, on ne se contente pas de cette dispersion actuelle des figures familiales. Il faut aussi être capable de faire une analyse et de discerner des formes de hiérarchie, de formes d'accomplissement différentes selon les styles
de famille. Alors, je pense qu'il y a une première approche qui nous est souvent donnée, que nous rencontrons dans les journaux ou que nous entendons dans des émissions de radio. Pardon. La famille est traitée le plus souvent, comme beaucoup de faits sociaux, à partir de l'histoire, la sociologie, la psychologie, autrement dit les sciences humaines, qui jettent un regard observateur et qui analysent simplement les situations, mais qui n'apportent aucun critère d'évaluation de la qualité de ces formes familiales. Donc les sciences humaines ne portent qu'un regard observateur et positif, disant c'est ainsi, voilà, j'énumère les styles. Il y a une autre dimension également qui est tout à fait importante, c'est une autre ligne de définition du concept de famille qui est reliée à la politique. En effet, il est indispensable de prendre conscience que la politique qui structure et organise la société à partir des institutions, à savoir des ordres établis par la volonté collective, eh bien, a une part importante dans la constitution et le développement de la vie familiale. Donc ce point aussi, qui est autre chose que les sciences humaines, ce point aussi devra être considéré, mais là, il ne s'agit plus d'accorder à la politique un simple droit de regard observateur et analytique sur la famille. Il faut aussi se rendre compte que la politique pèse de tout son poids par les injonctions qu'elle donne à partir des institutions et des règles juridiques aussi. La vie politique pèse de tout son poids sur les conduites de l'homme en société et nous invite alors à réfléchir à ce que doit être le rôle de la famille dans cette situation de citoyenneté que la politique cherche à instituer, et c'est son rôle et c'est son travail. Mais la question est que désormais, dès qu'on entre dans un rapport entre la vie politique et la vie familiale, ce n'est plus seulement une simple analyse de constatation qu'on va faire. C'est forcément un travail d'évaluation et un regard qui fait porter le poids de la réflexion sur les valeurs. Alors, à ce moment-là, les valeurs de la vie politique et des institutions politiques sont à mettre en perspective par rapport à ce que la famille requiert comme valeur. Donc j'irai maintenant, si vous voulez, après ce petit panorama tout à fait large de la manière de poser le problème, je dirais qu'est-ce qu'une herméneutique de la famille. Alors ce mot, il vous semblera certainement barbare, mais il reste que l'herméneutique, ça signifie tout simplement, c'est le petit dieu Hermès qui a donné son nom à cette science. Hein, c'est un dieu, un demi-dieu, un petit personnage de la mythologie grecque, et il nous a apporté dans la langue qui est la nôtre maintenant l'idée que un message est porté par une inspiration nouvelle, et ce message, il va nous inviter à rechercher le sens profond d'une réalité. Et ce n'est pas seulement une définition qui est attendue, c'est bien un message qui apporte un sens et qui nous invite à regarder en profondeur une réalité, parce que ce petit dieu Hermès, dans la mythologie grecque, il portait des messages des dieux. Eh bien, l'herméneutique, c'est
dans notre culture occidentale une science qui travaille sur les réalités de l'existence humaine, et qui, dans cette existence humaine, discerne des significations et nous invite à aller plus loin, à creuser, à approfondir, mais de l'intérieur, sans nous contenter de faire des cadres, de mettre des étiquettes, de tirer des tiroirs pour dire voilà, ceci est juste, ceci est faux, ceci doit être corrigé ou supprimé. Il s'agit de comprendre. Voilà ce mot apparemment très étranger, mais qui nous dit attention, vous n'êtes pas là, les philosophes, les théologiens, vous n'êtes pas là pour nous dire exactement l'explication d'une réalité et quelles sont les causes, quels seront les effets, qu'est-ce qu'il faut faire. Non, mais simplement essayons d'abord de nous situer nous-mêmes dans une position compréhensive, accueillante et bienveillante à l'égard d'une réalité. Alors, on va pouvoir dégager un sens véritable qui va nous aider à avancer. Ainsi, je dirais, à partir donc de cette petite définition de l'herméneutique, qu'un inventaire est possible de la réalité familiale, un inventaire qui creuse l'analyse plus profonde et qui pourrait être regardé à partir d'un titre d'un article de Paul Ricoeur, la paternité du fantasme au symbole. Il s'agit ici, dans cet article, donc, concernant la paternité, et donc bien évidemment concernant aussi la famille de ce fait, il s'agit de tracer une flèche de sens qui traverse les couches successives du psychisme. D'abord, des représentations profondes, des fantasmes, donc, qui sont en nous et qui rêvent peut-être de réalités inaccessibles. Il s'agit, au-delà de cette couche du psychisme, de traverser la couche des normes sociopolitiques, qui sont ceux qui structurent notre existence quotidienne entre des groupes divers et des collectivités qui se croisent les unes avec les autres, eh bien, au-delà encore de ces normes sociopolitiques, nous avons à regarder en direction de la visée ultime d'un absolu religieux, à dimension religieuse. Alors les deux extrémités de ce parcours, fantasme et symbole, sont l'arché, l'origine première, l'archéologie, ancrée dans les profondeurs de l'âme, et le télos, le terme ultime qui nous oriente, qui nous aimante, le télos, la finalité ultime, ou l'eschaton aussi, l'horizon dernier de l'existence. Mais l'horizon, vous le savez, on a tous fait l'expérience, plus on s'avance, plus il recule. Donc, effectivement, on ne peut pas le saisir. Ce n'est pas quelque chose sur quoi on peut mettre la main, l'idéal final de la dynamique existentielle. Et donc, nous sommes en chemin. Nous n'avons pas ce ne serait pas une bonne chose que de chercher simplement à décrire la famille, à la définir, parce que décrire, c'est pas possible, elle a plusieurs figures aujourd'hui. La définir, ça veut dire qu'on va l'enfermer sous une étiquette. Ça ne va pas marcher non plus. Eh bien, il faut que nous avancions sur un chemin de vérité, sous un chemin de compréhension, et ainsi nous pouvons penser, espérer du moins, rejoindre la grande lumière par laquelle nous pourrons éclairer notre vie familiale. Je prends ici la liberté de lire, ou de vous proposer de lire la relation familiale à la lumière de la Bible, et notamment d'un passage qui est celui
de l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Mais avant, je relève simplement cette petite phrase, disons, qui nous revient de manière récurrente. Le premier avertissement donné à l'homme par Dieu est « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme », on peut mettre le pluriel ou le futur ou le présent, simplement, selon la traduction de l'hébreu, mais bon. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux feront une seule chair. C'est en Genèse 2, 24. Cela signifie qu'à leur tour, les enfants ayant atteint leur âge adulte devront quitter le foyer de leur enfance pour en fonder un nouveau, ouvert à la vie et au partage fraternel. Ceci est une première porte vers une réflexion éclairée par la Bible sur la famille. Le second avertissement que je relève, c'est celui de Jésus, questionnant à son tour ceux qui le préviennent de la venue de sa mère et des membres de sa famille. Je cite, voici, donc c'est Matthieu 12, verset 48, « Voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. À celui qui l'en informait, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et j'arrête là la phrase et je fais un petit commentaire avant de poursuivre le texte. « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Eh bien, la réalité familiale, elle risque fort, en effet, d'être d'abord une réalité matricielle, enveloppante, le cocon dont il faudra s'arracher pour devenir soi-même. Réalité chaleureuse et protectrice, mais pas nécessairement sécurisante parce qu'elle garde dans l'élément du même, elle comble en immergeant, comme l'eau qui enveloppe, pénètre aussi par les poumons et noie les poumons. Je dis ça parce que je me réfère à l'analyse d'un anthropologue, Gilbert Durand, aujourd'hui décédé, qui, dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, travaille sur les images maternelles et relève leurs archaïsmes dans diverses civilisations. Et il dit, à toutes les époques et dans toutes les cultures, les hommes ont imaginé une grande mère, une femme maternelle, vers laquelle régressent les désirs de l'humanité. Donc toutes les images de la terre et de l'eau contribuent à façonner une ambiance de volupté et de bonheur qui constitue une réhabilitation de la féminité. Par exemple, Lamartine, dans le lac, c'est le poète du lac, Lamartine, c'est le plus connu, mais écrit « L'eau nous porte, l'eau nous berce, l'eau nous endort, l'eau nous rend notre mère ». Alors ça, c'est de l'ordre du fantasme, c'est de l'ordre de l'imaginaire, de l'ordre des représentations un peu obscures. Nous sommes, cette série de petits textes met en évidence le rôle de l'imaginaire dans le fantasme de la femme maternelle et protectrice, enveloppante, que nous voyons subverti ici et élevé par la question de Jésus à sa dimension spirituelle. Et je continue la phrase, il n'y avait pas de transition, c'est moi qui l'ai ajouté simplement. Et tendant sa main vers ses disciples, il dit « Voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là met un frère, une sœur et une mère. » Alors ici, il y a un retournement quand même très subtil. J'ai dit un mot de la mère déjà, mais qui sont les frères? Eh bien, ce sont aussi des figures masculines. Il pourrait donc figurer la personne de l'autre, du tiers, entre la mère et l'enfant. Mais non, si ce sont les frères, ce n'est pas le père. Mais les frères expriment imaginairement donc la démultiplication par le semblable, lui aussi fantasmé. Les clones, les doubles, les jumeaux que l'on retrouve dans des contes ou des mythes comme des menaces. Et si vous connaissez les analyses de René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde, ou ce livre qui s'appelle Le bouc émissaire, eh bien on voit que les frères sont des rivaux, un double mimétique menaçant. Ils apparaissent comme cela dans la jalousie profonde et inavouée de l'imaginaire de l'enfant.
Eh bien, tout ceci relève du fantasme pour le moment. Mais comment les fantasmes deviennent-ils des symboles? Puisque j'ai dit, on va faire un chemin avec Paul Ricoeur du fantasme au symbole. C'est-à-dire on ne reste pas sur une vision statique et cadrée, et on se met en chemin. Alors pour qu'il y ait symbole, eh bien il faut qu'il y ait cassure. Le symbole, c'est le rapprochement de deux tessons brisés qui reconstituent l'unité d'une poterie, et donc ainsi permet de retrouver l'alliance qui avait été éloignée par un voyage lointain, par une infidélité, dans la faille, la blessure ainsi ouverte, donc cette rupture d'une alliance qui ne peut se contenter de rester figée et fermée sur elle-même. Eh bien, dans cette blessure, l'image, le fantasme, se retourne en icône, c'est-à-dire en visage tourné vers nous. L'icône, c'est ce que l'on contemple, mais qui nous invite à passer à travers la représentation, à travers l'image, pour aller se laisser regarder par quelqu'un qui est un autre. C'est le sens de l'icône, notamment dans l'usage religieux dans l'orthodoxie. Donc, dans la distance prise par le langage, eh bien, la référence au réel va bouger, va se dédoubler, se nuancer. Au fond, ma mère et mes frères ne sont pas ceux que vous croyez. Voilà ce que dit Jésus. Et il faut rapprocher les morceaux brisés pour y retrouver l'effigie perdue de l'altérité. La question se retourne alors, de qui sommes-nous l'image? De la mère et des frères qui font de nous l'idole? Imaginez la scène, la mère de Jésus et les membres de sa famille peuvent être estimés par les assistants qui devraient leur laisser le passage. Eh bien, ils sont les proches de Jésus. Ils sont peut-être ceux qui ont le plus le droit d'être autour de lui, d'être dans la proximité avec lui. Eh bien, ici, c'est plus compliqué. Ce que je montre Jésus, c'est que c'est plus compliqué que cela. Est-ce que nous sommes, chacun de nous, l'image de la mère et des frères qui font de nous une idole, ceux qui attendent à la porte, qui se pressent pour nous approcher? Eh bien, peut-être que non. Peut-être que il faut retourner la question. Qui sont donc ma mère et mes frères? Ceux qui font de moi une idole? Ceux qui m'enveloppent? Ceux qui voudraient me garder au village natal et me garder pour eux, donc? Eh bien non, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et le Père, c'est celui sans lequel il n'y a pas de mère et de frère. La figure du Père, c'est la figure donc qui signifie symboliquement l'interdit fondamental. L'interdit donc de la fusion, d'une relation fusionnelle, la nostalgie de la vie utérine, bien au chaud. Et qui prélude à l'inceste, à une fusion incestueuse. Donc là aussi, c'est de l'ordre du fantasme psychique, et pas nécessairement, et pas toujours, bien heureusement, de l'ordre des faits et des actes violents que représente l'inceste. La fraternité, donc, est possible lorsque le père, rompant cette relation fusionnelle avec la mère, ouvre l'accès au langage, au dialogue, avec autrui, reconnu comme autre, et non pas comme ce rival mimétique qui va nous disputer la place au chaud près de la mer. Et ainsi, la relation maternelle devient tout autre. Elle n'est plus cette protection enveloppante et qui veut tellement être protectrice qu'elle est mutilante finalement. La relation maternelle devient l'attention bienveillante qui invite à se tourner vers les autres. Et c'est par bienveillance que la mère invite son enfant à se tourner vers les autres,
au nom du père, justement. Alors, j'ajoute que ce regard vers le père, si on lit encore le détail de cette petite scène, ce regard vers le père est aussi un regard vers les cieux. Et ainsi, l'ouverture à autrui, elle va s'orienter vers la transcendance, la verticalité qui rend possible la stature debout. Être homme, c'est se tenir debout et se situer face au monde, et non pas là, bien entouré de tout ce dont on a besoin pour être bien assuré d'avoir tout ce qu'il nous faut et de satisfaire tous nos besoins. Eh bien non. Cette stature debout nous situe face au monde en maître et en même temps nous fait rencontrer le vis-à-vis relationnel du visage d'autrui. Et nous sommes ici dans la dimension de l'éthique. La fraternité humaine ne repose pas dans le fait que l'autre homme est mon semblable, mais dans le fait que nous sommes enfants du Père. La fraternité n'est pas seulement de nature, elle transcende la nature par l'éthique. Alors, arrivé à ce point, nous pouvons maintenant reprendre les mots-clés au niveau de l'éthique d'une lecture de la réalité familiale. Alors bon, là, vous avez des différentes appellations. Xavier Lacroix, dans son livre de chair et de parole, évoque les piliers de la famille. Christian Flavigny, qui est un psychanalyste, évoque les fondamentaux. Mais nous sommes sur le même registre. Ces deux auteurs, le théologien et le psychanalyste, soulignent d'abord qu'aujourd'hui, et c'est cela peut-être le premier danger, l'enfant précède bien souvent le couple, inversant la logique de l'appel à la vie qui accomplit le désir amoureux de l'homme et de la femme. Et donc, plusieurs commentateurs font remarquer, comme Olivier Abel, qui est un théologien protestant, enfin théologien et philosophe protestant, disciple de Paul Ricoeur, il fait remarquer que naguère, c'était aux enfants un jour de quitter leurs parents, mais avec la généralisation du démariage, ce sont les parents qui partent et les enfants qui assurent la continuité. Aujourd'hui, tout le poids du besoin social de durabilité se reporte sur les frêles épaules des petits et l'inquiétude de la transmission est trop lourde à porter. Et une autre auteure, Christiane Zinger, dans Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies, écrit « Les enfants n'ont besoin que d'une chose, pas d'un amour braqué sur eux comme une arme blanche, seulement de grandir dans l'orbe de l'amour d'un homme et d'une femme. » Et là, on est dans une autre perspective. Seulement, les faits, de plus en plus, nous montrent des situations où c'est la naissance de l'enfant, c'est la venue de l'enfant qui, finalement, confère au couple le désir même de devenir véritablement et de façon durable un couple. Parce que maintenant, l'enfant est là. Et non pas l'inverse, comme c'était la situation classique. Donc, un couple, par son amour, est conduit à désirer enfanter, et alors appelle l'enfant à la vie. Tandis que aujourd'hui, de manière fréquente, ça ne veut pas dire jamais rien n'est universel et général quand on cite des cas simplement, mais aujourd'hui, de manière fréquente, eh bien, c'est la venue de l'enfant qui va être le ressort à partir duquel, eh bien, le couple va se concrétiser ou va même prendre conscience qu'il est un couple. Et au lieu de prendre conscience à partir de son amour et de son alliance. Alors, les termes importants, là, vont être l'alliance, donc d'abord, je prends en 3 degrés, et je commence par l'alliance, le don mutuel, le consentement, si vous voulez, la promesse, la parole échangée, qui constitue, alors à ce niveau éthique, donc, le premier lieu d'origine de la famille, ancré dans le mariage par la reconnaissance de la communauté.
Et c'est la publication, le fait de rendre public cette promesse, ce consentement, qui, par la reconnaissance de la communauté, se situe clairement et se stabilise. Ici encore, d'ailleurs, nous retrouvons la parole biblique. Le chapitre 2 de la Genèse nous montre Adam regardant défiler les animaux devant lui, et Yahvé lui demande de nommer les animaux, c'est-à-dire de les cataloguer. Et il voit défiler mâles et femelles chaque espèce animale. Enfin bon, évidemment, c'est un mythe, c'est un langage poétique, on va dire. Mais c'est important, parce que ce qui se passe ensuite, dans la scène suivante, je dirais, c'est que Adam reçoit de Yahvé la femme, l'aide qui lui est assortie, la compagne, on va dire, qui lui est assortie. Je ne sais pas quelle est la traduction exacte qu'il faudrait donner à l'hébreu ici. En s'éveillant de la torpeur que le Seigneur a fait peser sur lui, eh bien, il découvre la femme tirée de son côté, et il s'écrie alors: « À ce coup, c'est bien l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, on l'appellera femme celle-ci. » Or, femme ici, c'est le mot isha, qui est le féminin de ish, qui est l'homme. Et donc, il y a bien l'unité d'un couple en deux personnes. Cette rencontre inaugurale, eh bien, elle est la source de la parole vivante qui engage le dialogue. Et là, on a une relation qui commence, une relation de parole. Et non plus seulement, toc toc, je prends un catalogue et puis je coche les animaux que j'ai pu passer pour bien vérifier qu'ils sont tous là, quoi. Alors, deuxième mot clé, disons, de cette relation éthique dans la famille, c'est l'enfantement qui vient confirmer le lien et prend racine dans le couple parental. La venue au monde d'une vie nouvelle est aussi la reconnaissance d'un esprit neuf. La vie nouvelle, ce n'est pas simplement un petit homme génétiquement semblable à ses parents, et enfin ses géniteurs, là, ici, dans ce contexte, mais plutôt la venue au monde, c'est la naissance d'un esprit neuf, d'une personne appelée à la liberté. Ici encore, philosophe et psychanalyste, Claude Bruer et Denis Vasse, psychanalyste donc jésuite, et qui a écrit un livre tout à fait remarquable et riche qui s'appelle L'ombilique et la voix. Ce sont des protocoles, enfin d'enfants en analyse. Et ici, on voit que il y a une importance immense dans la vie de l'enfant, dans la vie du sujet humain, de cette épreuve de l'enfantement, du passage de l'arrachement à la mère, mais dans un climat justement qui va être de protection, mais qui va être aussi parce qu'il y a deux parents, parce qu'il y a une mère et un père, eh bien il y a un appel à venir vers l'autre, le père, c'est-à-dire à commencer déjà par le cri qui lui fait déployer les poumons et donner de la voix, VOX, eh bien, qui ouvre ainsi la voix, VOIE, vers l'autre et la capacité d'appeler et d'être entendu, et puis de répondre à un appel aussi. Et ici, on va commencer à pouvoir parler, au-delà de l'enfantement, le prolongement de l'enfantement, c'est la filiation, c'est-à-dire la manière dont sont vécues, dès avant la naissance d'ailleurs, la paternité et la maternité, et de plus en plus dès avant la naissance. Je veux dire, on en prend conscience. Il me semble peut-être que dans des générations antérieures, on était moins attentif à cette dimension-là, de la relation de la mère à son enfant, alors qu'il est encore dans son ventre, hein. Et l'attention que le père aussi, lorsqu'il y a un vrai couple, que le père porte à cet enfant qui est là tout proche, mais encore protégé par le ventre maternel. Mais
en même temps, il y a une double attention, celle de la mère et celle du père, à cet enfant. Donc, il est très important d'être attentif à ce vécu d'avant la naissance qui marque la paternité et la maternité. La filiation, c'est donc la relation de filiation, c'est donc une réponse spirituelle à un appel spirituel. Si les parents savent se reconnaître eux-mêmes en dette de leur être, alors l'être d'esprit pourra grandir dans la conscience de son être de don et la libre reconnaissance de son origine. Ainsi, donc, l'alliance, puis l'enfantement et la filiation inscrivent le petit d'homme en tant qu'il est un être d'esprit, un être qui est doué d'une âme, donc, hein, d'une dimension de transcendance qui le fait dépasser sa nature humaine et génétique, donc. Enfantement et filiation prolongent l'alliance, donc, et l'inscrivent dans un projet de vie. Le lien familial et non le croisement génétique est la référence où l'enfant puise la formation de son identité. Hein, j'insiste là-dessus. C'est le lien familial, c'est la relation de parole inaugurée par ce premier cri et qui va se développer en langage. Eh bien, c'est ce lien familial qui est la référence où l'enfant va puiser l'origine de son identité et non pas, ce n'est pas le croisement génétique qui valide, je dirais, l'identité. Le croisement génétique, eh bien, il donne naissance à un individu d'une espèce qui est l'espèce humaine, mais ça ne suffit pas à signifier. Il faut ancrer dans cette réalité, bien sûr, biologique, il faut savoir y ancrer et épuiser toute l'énergie et la ressource qui va conduire à une expression spirituelle qui est déjà là, appelée par les parents. Alors, nous sommes donc maintenant au plan de la vie de l'esprit, après le psychisme, après également la relation de naissance. Eh bien, c'est l'émergence de la vie de l'esprit qui nous invite à penser quelque chose, à penser un sens. C'est là que nous passons à la dimension de rapport de situation, disons, de la famille dans la société, de rapport entre la famille et la société. Et là, la famille humaine va s'inscrire dans la dynamique d'une vie sociale. Elle accède ainsi à des structures institutionnelles qui organisent la vie collective. Eh bien, nous avons vu déjà l'importance de la relation affective qui se tisse entre l'enfant et le couple qui lui donne naissance. Mais, comme je l'ai dit, ce lien ne suffit pas à lui tout seul à fonder la famille. Le couple, puisqu'il est issu d'une alliance, c'est-à-dire d'une promesse, d'une parole donnée, eh bien, il pose et affirme au sein de son environnement social, au sein des tissus de relations que sa famille autour de lui a tissés, et autour de sa famille, eh bien, de manière plus lointaine, la société dans laquelle il se trouve, eh bien, cette publication, disons, de la parole d'alliance est une invitation à avancer et à se situer clairement dans la société, en tant que c'est dans la société que nous accédons à un ordre, à une organisation, à une réflexion, à des relations entre des volontés qui sont des volontés humaines. Je cite ici une phrase de Benoît XVI dans le discours de la rencontre des familles en août 2006 à Valence, en Espagne.
la famille est une institution intermédiaire entre l'individu et la société, et rien ne peut la remplacer totalement. Elle s'appuie elle-même par-dessus tout sur une relation interpersonnelle profonde entre l'époux et l'épouse. La famille a donc bien un ancrage naturel qui est celui du désir amoureux, le point de départ de la relation, et des sentiments partagés. Mais en même temps, la famille ne doit pas en rester à ce lien affectif. Elle doit assumer une responsabilité envers ses membres. Elle doit instituer des normes structurant la relation et donner à chacun son statut et sa place. D'abord d'ailleurs en donnant à chacun son nom qui l'identifie comme un sujet singulier. Et je continue le texte de Benoît XVI. Il est nécessaire que les parents disent un oui d'acceptation à leurs enfants, à ceux qu'ils ont engendrés ou à ceux qu'ils ont adoptés, qui possèdent leur propre personnalité et leur propre caractère. Je trouve que chaque mot porte là, parce qu'on est habitué à dire que bon, les parents fondent l'existence et la croissance de leurs enfants. Ici, les parents ont à dire oui, c'est-à-dire à accepter, non pas seulement se dire oui l'un à l'autre dans l'acte d'alliance, qui fait d'eux un couple, mais aussi un oui d'acceptation à leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils mettent au monde et ils appellent à grandir un sujet singulier qui aura des décisions à prendre, qui aura une existence libre à assumer. Et non pas seulement à obéir à, justement, des habitudes, à obéir à des normes, à des règles, mais aussi à s'appuyer sur les normes et les règles, parce que ce sont des boussoles, mais en même temps à devenir eux-mêmes une personne, sujet de relation, et pas seulement un individu qui se trouve sur rail. Et je pense qu'il faut faire attention à ce que le mot de liberté suppose certainement l'indépendance. J'ai toute capacité de faire ce que je veux. Sans doute, ce n'est qu'un premier degré de liberté, le plus faible. D'un autre côté, la liberté va être garantie justement par des règles qui posent des limites, qui imposent des distances entre les volontés individuelles. Et ça vous surprendra peut-être, mais c'est cela aussi, la liberté. C'est-à-dire que les règles définies par la société, ou les règles qui sont celles d'une famille, sont des cadres qui permettent de savoir où l'on en est, de savoir ce que l'on peut faire et ne pas faire, c'est-à-dire dans la relation à autrui. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut accepter d'autrui, qu'est-ce qu'on peut donner à autrui, comment une relation peut nous faire ouvrir des horizons nouveaux, comment une relation est libératrice, à condition qu'elle respecte justement un certain nombre de limites à ne pas franchir, et qu'elle respecte ainsi la liberté de l'autre, qu'elle reconnaisse la dignité de l'autre. Ainsi, l'autre étant libre vis-à-vis de moi, je suis aussi libre vis-à-vis de lui dans cette dynamique commune. La dynamique est commune, mais la liberté s'accroît, se déploie, se développe au fur et à mesure qu'il y a un accomplissement d'une vie, d'un projet commun et qui nous fait découvrir davantage encore de valeurs que simplement ce que nous souhaitions pour nous tout seuls. L'alliance des personnes va donc supposer non seulement l'accord des volontés entre elles, deux individus qui se mettent d'accord pour vivre ensemble et pour mener un projet commun,
Mais il faut aussi penser que dans le mariage, et si on fait attention justement aux cérémonies et aux rites du mariage chrétien, mais également dans les mairies d'ailleurs, hein, on a cette dimension que je vais nommer maintenant, celle du consentement. Et consentement cette fois, non pas l'un à l'autre, non pas le oui, parce que ça, on vient déjà d'en parler, il est là le oui déjà, du couple, mais le oui à l'institution qui va structurer, ordonner, cadrer, et donc rendre raisonnable, et pas seulement affective et émotionnelle, la relation du couple. Il faut dépasser cette dimension, qui est certes bénéfique, parce qu'elle est un élan premier, celle de l'amour, celle de l'émotion, celle des sentiments, et il faut se rendre compte que la solidité, la stabilité ne viendra qu'ensuite avec le consentement à l'institution, c'est-à-dire le consentement à se trouver dans une société qui fixe les règles générales du vivre ensemble. Alors, la place de la liberté au cœur de la famille, donc, elle n'est pas seulement cette liberté que chacun donne à l'autre, hein, cette ouverture, cet agrandissement du cœur, qui est une libération, hein, au lieu d'être enfermé dans notre égoïsme. Mais il y a plus, la place de la liberté au cœur de la famille ne peut qu'être étroitement liée à celle de l'institution, qui est aussi l'institution du mariage, mais qui rejoint l'institution de la vie sociale, l'institution éducative, l'institution politique et juridique et les règles par lesquelles nous vivons ensemble en société. La famille appartient ainsi à une sphère plus large que celle qu'on imagine parfois, et qui est celle de la moralité objective, la moralité concrète, qui n'est ni la morale de la pure intention, le souci d'être bon, d'être juste, mais qui est parfois une pure velléité. Mais cette moralité concrète, elle dépasse la pure intention, elle n'est pas non plus celle du sujet séparé, mais elle est celle qui inclut l'unité des individualités particulières, le consensus moral, dans une vision du monde plus large. C'est-à-dire nous avons, chacun dans notre pays, ou dans nos origines, si nous venons de notre pays, eh bien, nous avons une vision du monde, une certaine manière d'appréhender la vie, l'existence, la relation à autrui. Nous sommes des êtres qui sont marqués par une histoire, par des traditions, par une culture. Et cela n'est pas un mal, cela n'est pas un piège, ça n'est pas, disons, un carcan. Mais, au contraire, il y a là, un appui. C'est pourquoi je parlais de tradition comme l'un des deux éléments qui sont importants dans la constitution de la réalité familiale. Mais ces traditions ne sont pas là pour nous figer, pour nous définir une fois pour toutes et nous arrêter là, mais au contraire pour continuer un mouvement, prolonger ce qui nous a été transmis, mais le prolonger dans la liberté d'inventer du neuf à partir de cette dynamique qui a inspiré nos anciens et qui continuera de nous inspirer pour que nous transmettions aussi à nos enfants cette vision du monde qui nous a construits. Ce qui m'amène à dire que il faut considérer le rapport à la famille, de la famille à la société, sous deux aspects. Alors, si on s'en tient à l'analyse historique et sociologique que j'ai évoquée en premier, eh bien, alors la cellule familiale est un début. C'est une première étape. C'est une première cellule
qui va produire par association, on va faire du Lego, des Lego, et on va mettre une première cellule, et puis on va en ajouter d'autres, et ça va s'agglutiner, et par simple accroissement cumulatif, on va élargir cette micro-société qu'est la famille vers des groupes plus nombreux. Bon, on peut analyser ça comme ça. Les anciens le faisaient, les anciens grecs. Bon, c'est le village c'est la famille qui s'élargit au village, et puis le village qui va s'élargir à la cité. Bien, mais on part d'un point de départ. Est-ce que la famille est un point de départ? Je n'en suis pas sûre. Je dirais plutôt que la famille est un aboutissement, que la famille est un élément de liberté profonde et spirituelle qui, au contraire, va donner à la société une dynamique et qui ne va pas simplement s'inspirer et se laisser porter par les règles et justement la tradition en un sens très étroit. Dans la conception chrétienne, en effet, à la différence de ce que je viens d'évoquer, la relation est organique et non pas quantitative. Il ne s'agit pas d'accumuler, d'agrandir les familles, mais de créer des liens qui sont des liens organiques, comme une plante, un arbre se développe à partir de ses racines et vers l'accomplissement de sa croissance et de son feuillage, et puis de ses fruits. La relation est donc organique, et ce lien nous rapproche de la société, parce que la famille a ici un rôle un rôle nourricier en réalisant son service de la vie. C'est la famille assure le service de la vie et aide le groupe familial à se nourrir et à devenir fécond au sens large du terme. Le rôle je paraphrase ici le numéro 42 des tâches de la famille chrétienne, qui est l'exhortation apostolique de Jean-Paul II, Familiaris Consortio, en 1982. Donc, le rôle de la famille dans la société ne se limite pas à la procréation et à l'éducation, c'est-à-dire à des fonctions, à des rôles utiles. Ça, c'est plutôt ce que l'on appelle, et on va sans doute en reparler dans notre échange, c'est ce qu'on appelle la parentalité. La parentalité, c'est un ensemble de fonctions, de rôles. La parenté, elle est liée à l'enfantement et au désir de donner soi-même la vie à partir de l'alliance amoureuse. Donc, la famille ici a un rôle tout à fait fondateur. Elle n'est pas seulement un commencement, elle est un fondement. Alors, je vais dire un mot maintenant dans un troisième moment. Il nous reste à creuser le rôle ecclésial de la famille, sa place dans la vie de la communauté croyante. Et je dirais, j'appellerai ce point la vocation spirituelle et l'aimantation du cœur par l'infini de l'amour divin. Un sens plus riche de la liberté, une fois ces points précédents bien mis en place et non pas rétrécis mais ouverts, eh bien un sens plus riche de la liberté se présente maintenant désormais. Il se trouve relié à la découverte de l'amour dans le devenir personnel de chacun. Le pape, notre pape donc Benoît XVI, dans le prolongement de ce que j'ai cité tout à l'heure, dans le discours à la rencontre des familles, c'est dans une homélie qu'il avait prononcée le lendemain, il insiste, l'Église ne cesse de rappeler que la véritable liberté de l'être humain vient du fait d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi l'éducation chrétienne est une éducation de la liberté et pour la liberté. Donc, vous voyez cette importance de la liberté, le discours des papes successifs, donc c'est-à-dire
ici dans la période qui nous occupe, Jean-Paul II et Benoît XVI, insistent sur cette dimension de croissance de la liberté de chacun, d'une liberté vraie, d'une liberté ouverte à l'autre, d'une liberté qui porte des fruits. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la répétition pure et simple du passé et de ce que l'on appelle alors au pluriel, et ça a sa valeur aussi, les traditions. La tradition, c'est ce grand mouvement de vie qui traverse les siècles et qui transmet la parole de Dieu pour rendre fécond l'existence humaine. Alors, je retrouve aussi ici l'expression souvent développée donc par Jean-Paul II qui en appelle à la civilisation de l'amour. C'est plutôt dans la lettre aux familles où il y a un grand développement sur cette expression, la civilisation de l'amour. On est bien dans la civilisation, on est bien dans un rapport à la société, ce n'est pas l'amour l'amour duel, l'amour du couple replié sur lui-même. L'amour est fondateur et le ciment et l'élan commun d'une civilisation. La société, c'est pas simplement un ordre organisé sur des institutions et des lois. C'est aussi une civilisation. Alors, comment s'approprier le sens profond de ces textes de telle sorte que nous sachions rejoindre la manière, c'est cela peut-être qui est attendu de nous tous, selon le contexte dans lequel on est, les relations que nous avons, le type de profession, le type de contact que nous avons, eh bien, nous allons avoir à parler à nos contemporains. Et peut-être pas seulement en récitant le catéchisme de l'Église catholique, qui doit nous éclairer, mais non pas nous servir simplement de laisser-passer pour communiquer avec nos contemporains. Ça ne marchera pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors nous devons nous approprier ce sens profond de tous les textes qu'on vient de citer, de tous les enseignements de l'Église et de toute l'inspiration que nous donne l'Esprit Saint aussi dans la vie de foi. Eh bien, il faut manger le livre, comme c'est arrivé c'est Jérémie, Ézéchiel, je ne sais plus, et donc ainsi se nourrir de la parole. Et à ce moment-là, c'est une parole vivante qui deviendra la nôtre, à notre tour. M'arrêter là pour qu'on puisse peut-être développer un petit peu les questions. Qui lance la première question? C'est toujours le plus dur à